Mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité, aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2019 et je m'apprête à lire pour vous les révolutionnaires du monde entier et en fin de compte spécialement aux révolutionnaires qui sont dans les pays sont le siège de foyers révolutionnaires, à savoir la Tunisie, la France et bien sûr l'Algérie. Tous ces trois foyers est en train de vivre la flamme révolutionnaire. Je vais essayer, par la lecture du petit livre rouge de Mao Tse-tung, après avoir lu hier le premier chapitre, je m'apprête donc à lire pour vous. Hier c'était le parti et aujourd'hui je m'apprête à lire pour vous les classes et la lutte des classes. Donc c'est un chapitre important puisqu'il traite de ce que Karl Marx a dit, que l'origine de toutes les révolutions, ce sont les luttes des classes. Alors, les classes et la lutte des classes. Lutte des classes. Certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Cela, c'est l'histoire des civilisations depuis des millénaires. Interpréter l'histoire d'après ce point de vue, c'est ce qu'on appelle le matérialisme historique. Se placer à l'opposé de ce point de vue, c'est de l'idéalisme historique. Je répète, la lutte des classes. Certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Cela, c'est l'histoire des civilisations depuis des millénaires. Interpréter l'histoire, c'est d'après ce point de vue, c'est ce qui s'appelle matérialisme historique. Se placer à l'opposé de ce point de vue, c'est de l'idéalisme historique. L'idéalisme historique, je suppose que ce sont des classes qui prennent le pouvoir, mais plutôt par idéalisme que par structure et par désir révolutionnaire. Ce qui fait qu'ils sont condamnés à disparaître un jour ou l'autre, alors que les révolutionnaires sont appelés à s'éterniser. C'est-à-dire que nous sommes à un tournant, princeps des pays où réside un foyer révolutionnaire, et si jamais ces foyers révolutionnaires et ces pays révolutionnaires gagnent, triomphent, et que leur révolution triomphe, c'est un changement éternel pour ces pays. Vous voyez l'importance. Vous voyez l'importance de la marche des Gilets jaunes, en fin de compte. C'est ce peuple qui s'est mis à marcher, parce qu'il n'a pas les armes. Mais c'est exactement pareil. C'est une révolution certes sans armes, mais marcher, c'est s'opposer à leurs conditions de vie. Et vouloir bien sûr réussir et obtenir de meilleures conditions de vie, plus égalitaires, moins opprimés, plus libres, c'est ça, plus moral, que leurs enfants puissent prendre l'ascenseur social, puissent se confronter aux gens qui réussissent, et que la réussite ne soit pas l'apanage que de certaines classes aisées. Et tout le monde a le droit de bien vivre, tout le monde a le droit d'éduquer ses enfants dans des conditions décentes. On n'a pas le droit à cette heure, nous n'avons pas le droit dans l'actualité de voir un enfant de 10 ans marcher 10 km à pied pour se rendre en classe, à pied, parfois à pieds nus, et parfois à braver les sangliers,
hein, par exemple dans la région de Ain Dram, hein, à marcher dans la neige, pieds nus. Hein, quand il arrive, il est exténué, le pauvre. Hein, il est exténué, il est affalé sur sa chaise. Hein, encore un peu, s'il n'est pas attaqué par les sangliers, s'il n'est pas attaqué par les sangliers, il est certainement attaqué par des bandits de long chemin. Voilà. Alors, la classe et la lutte des classes. La lutte des classes. Certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Cela, c'est l'histoire des civilisations depuis des millénaires. Interpréter l'histoire d'après ce point de vue, c'est ce qu'on appelle matérialisme historique. Se placer à l'opposé de ce point de vue, c'est de l'idéalisme historique. Rejetez vos illusions et préparez-vous à la lutte. 14 août 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Dans la société de classe, chaque homme vit en tant que membre d'une classe déterminée et il n'existe aucune pensée qui ne porte une empreinte de classe. Dans la société de classe, chaque homme vit en tant que membre d'une classe déterminée. Il n'existe aucune pensée qui ne porte une empreinte de classe. Ceci veut dire que les bourgeois réfléchissent en bourgeois, les nobles réfléchissent en nobles, hein, les prolétaires réfléchissent en prolétaires. De la pratique, juillet 1937, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Les changements qui interviennent dans la société proviennent surtout du développement des contradictions à l'intérieur de la société, c'est-à-dire les contradictions entre les forces productives et les forces de production, entre les classes et entre les classes, entre le nouveau et l'ancien. Le développement des contradictions fait avancer la société, amène le remplacement de la vieille société par la nouvelle. L'impitoyable exploitation économique et la cruelle oppression politique de la part des propriétaires fonciers qui contraignent la paysannerie à entreprendre un grand nombre d'insurrections contre leur domination. De la contradiction, œuvre choisie de Mao Tse-tung 1937 ou 1937. L'impitoyable exploitation économique et la cruelle oppression politique de la part des propriétaires fonciers contraignent la paysannerie à entreprendre un grand nombre d'insurrections contre leur domination. Dans la société féodale chinoise, les luttes de classe de la paysannerie, les insurrections et les guerres paysannes ont seulement été de véritables forces motrices dans le développement de l'histoire. Dans la société féodale chinoise, la lutte des classes de la paysannerie, les insurrections et les guerres paysannes ont seules été des véritables forces motrices dans le développement de l'histoire. La Révolution chinoise et le Parti communiste chinois. Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Tome 2. La Révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance. Avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence, avec lequel une classe en renverse une autre. Je répète, c'est important. La révolution chinoise et le Parti communiste chinois, décembre 1939.
œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec tant de douceur, d'amabilité et de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence avec lequel une classe en renverse une autre. Comprenez que pour réussir une révolution, il faut renverser une classe. Renverser une classe. Donc, renverser la classe bourgeoise. Hein? Renverser la classe bourgeoise. Et c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, combattez l'agression impérialiste. Et c'est l'agression impérialiste et ses valets. Alors, rapport de l'enquête menée dans le Yunnan à propos du mouvement paysan. Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher au peuple la moindre parcelle de pouvoir, le moindre avantage conquis. C'est un capitaliste, c'est un dirigeant capitaliste. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher au peuple la moindre parcelle de pouvoir, le moindre avantage conquis. Et nous, notre politique consiste à lui riposter du tac au tac et à nous battre pour chaque pouce de terrain. Nous agissant à sa manière, Chiang Kai-shek cherche toujours à imposer la guerre au peuple, une épée à la main gauche et une autre à la main droite. À son exemple, nous prenons nous aussi des épées et comme Chiang Kai-shek affirme maintenant ses idées, nous devons affiler les nôtres aussi. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher au peuple la moindre parcelle de pouvoir, le moindre avantage conquis, et nous, notre politique consiste à lui riposter du tac au tac et à nous battre pour chaque pouce de terrain. Nous agissant à sa manière, Chiang Kai-shek cherche toujours à imposer la guerre au peuple, une épée à la main gauche, une autre à la main droite. À son exemple, nous prenons nous aussi les épées, et comme Chiang Kai-shek affile maintenant ses épées, nous devons affiler les nôtres aussi. La situation est notre politique après la victoire dans la guerre de résistance contre le Japon. 13 août 1945, œuvre choisie Mao Tse-tung, tome 4. Quels sont nos ennemis et quels sont nos amis? C'est là une question d'une importance primordiale pour la révolution. Si dans le passé, toutes les révolutions en Chine n'ont obtenu que peu de résultats, la raison essentielle en est qu'elle n'ait pas réussi à unir autour d'elle des vrais amis pour rapporter ses coups à leurs vrais ennemis. Le parti révolutionnaire est le guide des masses. Et jamais révolution n'a pu éviter l'échec quand le parti a orienté les masses sur une voie fausse. Pour être sûr de ne pas les conduire sur la voie fausse et de remporter la victoire dans la révolution, nous devons absolument veiller à nous unir avec nos vrais amis pour porter des coups à nos vrais ennemis. Et pour distinguer nos vrais amis et nos vrais ennemis, nous devons entreprendre l'analyse générale des conditions économiques des diverses classes de la société chinoise
et à leur attitude respective envers la révolution. Je répète, la situation et notre politique après la victoire dans la guerre de résistance contre le Japon. Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Quels sont nos ennemis et quels sont nos ennemis? Nos ennemis et quels sont nos amis? C'est là une question d'une importance primordiale dans la révolution. Si dans le passé, toutes les révolutions en Chine ont obtenu que peu de résultats, la raison essentielle en est qu'ils n'ont pas réussi à unir autour de leurs vrais amis pour porter des coups à leurs vrais ennemis. Le parti révolutionnaire est le guide des masses, et jamais révolution n'a pu éviter l'échec quand ce parti a orienté les masses sur une voie fausse. Pour être sûr de ne pas conduire sur les voies fausses et de remporter la victoire dans la révolution, nous devons absolument veiller à nous unir avec nos vrais amis pour porter des coups à nos vrais ennemis. Et pour distinguer nos vrais amis et nos vrais ennemis, nous devons entreprendre une analyse générale des conditions économiques des diverses classes de la société chinoise et de leur attitude respective envers la révolution. L'analyse des classes de la société chinoise. Mars 1926. Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Tous les seigneurs de guerre, tous les seigneurs de guerre, les bureaucrates, les compradors et les gros propriétaires fonciers qui sont de mèche avec les impérialistes, de même que cette faction réactionnaire des intellectuels qui en dépend, sont nos ennemis. Alors c'est simple, hein? Tous les seigneurs de guerre, les bureaucrates, les compradors et les gros propriétaires terriens qui sont de mèche avec les impérialistes, de même que cette fraction réactionnaire des intellectuels qui en dépend, sont des ennemis. Le prolétariat industriel est la force dirigeante de notre révolution. Le prolétariat industriel est la force dirigeante de notre révolution. Nos plus proches amis sont l'ensemble du semi-prolétariat et de la petite bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie toujours oscillante. L'aile droite peut être notre ennemi et l'aile gauche nos amis, mais nous devons constamment prendre en garde que cette classe ne vienne désorganiser notre front. Analyse de la classe de la société chinoise. Mars 1926. Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Celui qui se range du côté du peuple révolutionnaire est un révolutionnaire, tandis que celui qui se range du côté de l'impérialisme, du féodalisme, du capitalisme bureaucratique est un contre-révolutionnaire. Celui qui se range en parole seulement du côté du peuple révolutionnaire mais agit tout autrement est un révolutionnaire en parole. Celui-là est un parfait révolutionnaire qui se range non seulement en parole mais en acte du côté du peuple révolutionnaire. Allocution de la clôture de la deuxième session du Comité national de la première conférence consultative politique du peuple chinois. En ce qui concerne qu'il s'agisse d'un individu, d'un parti, d'une armée ou d'une école, j'estime que l'absence d'attaque de l'ennemi contre nous est une mauvaise chose.
car elle signifie nécessairement que nous faisons cause commune avec l'ennemi. Si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose, et cela prouve que nous avons tracé une ligne de démarcation bien nette entre l'ennemi et nous. Et si celle-ci nous attaque avec violence, nous peignons sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c'est encore mieux, car elle prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation entre l'ennemi et nous, mais encore que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail. En attendant, être attaqué par l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose. Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu'il soutient. Entretien avec 3 correspondants de l'agence centrale informatique et des journaux le 16 septembre 1959, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Nous nous tenons sur les positions du prolétariat et les masses populaires pour les membres du Parti communiste. Cela implique la nécessité de se tenir sur la position du parti et conformer à l'esprit du parti et à la politique du parti. Intervention aux causeries sur la littérature de l'art à Yunnan, mai 1942, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Après l'anéantissement des ennemis armés, il y aura encore des ennemis non armés. Ceux-ci manqueront pas de mener contre nous une lutte à mort. Nous ne devons jamais les sous-estimer. Si nous ne posons et ne comprenons pas maintenant le problème de cette façon, nous commettons les plus grandes erreurs. Remarque à la 2e session plénière du comité central issu du 3e congrès du Parti communiste chinois le 5 mars 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Les impérialistes et les réactionnaires du pays ne se résigneront jamais à leur défaite. Ils se débattront jusqu'à la fin. Même quand la paix et l'ordre auront été établis dans l'ensemble du pays, ils continueront par tous les moyens à se livrer au sabotage et à provoquer des troubles et à chercher à tout instant à rétablir leur domination en Chine. Cela est certain, indubitable, nous devons donc absolument pas relâcher notre vigilance. Allocution d'ouverture à la première session de la première session plénière de la conférence consultative politique du peuple, chinois, 21 septembre 1949. Le dogmatisme et le révisionnisme vont tous deux à l'encontre du marxisme. Le dogmatisme et le révisionnisme vont tous deux à l'encontre du marxisme. Le marxisme doit nécessairement avancer, se développer au fur et à mesure que la pratique se développe, et il ne saurait rester sur place. S'il demeurait stagnant et stéréotypé, il n'aurait plus de vie. Toutefois, on ne peut pas enfreindre le principe fondamental du marxisme. Le faire, c'est tomber dans l'erreur.
On ne peut pas enfreindre les principes fondamentaux du marxisme. Le faire, c'est tomber dans l'erreur. Considérer le marxisme d'un point de vue métaphysique est comme quelque chose de figé. C'est du dogmatisme. Nier le principe fondamental du marxisme et nier sa vérité universelle, c'est du révisionnisme. Le révisionnisme est une forme de l'idéologie bourgeoise. Les révisionnistes effacent la différence entre le socialisme et le capitalisme, entre la dictature du prolétaire et celle de la bourgeoisie. Ce qui préconise est en fait non pas la ligne socialiste, mais la ligne capitaliste. Dans les circonstances présentes, le révisionnisme est encore plus nuisible que le dogmatisme. Une tâche importante nous incombe sur le front idéologique, celle de développer la critique contre le révisionnisme. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande. Le révisionnisme ou l'opportunisme de droite est un courant idéologique bourgeois et il est encore plus dangereux que le dogmatisme. Les révisionnistes ou opportunistes de droite approuvent le marxisme au bout des lèvres et attaquent eux aussi le dogmatisme. Mais leur attaque vise en fait la substance même du marxisme. Ils combattent et dénaturent le matérialisme dialectique. Ils combattent et tentent d'affaiblir la dictature démocratique populaire et le rôle dirigeant du Parti communiste, ainsi que la transformation et l'édifice socialiste. Lors même que la révolution socialiste a remporté pratiquement la victoire dans notre pays, il y a encore un grand nombre de gens qui rêvent de restaurer le régime capitaliste. Ils mènent la lutte contre les classes ouvrières et partout, sur tous les fronts, y compris celui de l'idéologie. Dans cette lutte, les révisionnistes sont les meilleurs adjoints de la juste solution des contradictions au sein du peuple. Voilà ce que j'ose dire. Donc je me croise exactement, je me croise les bras après vous avoir lu La lutte des classes, et donc je vous conseille de lire et de relire encore une fois qu'est-ce que c'est la lutte des classes, quelles sont les embûches qu'elle est en train quelles sont les embûches qui s'érigent à ce qu'elles échouent, et donc le principe même du Parti communiste, avec sa doctrine princeps, le marxisme doit être étudié dans chaque foyer français, dans chaque foyer tunisien et dans chaque foyer algérien, pour que la doctrine soit bien comprise et que le blablabla capitaliste du genre sur tout côté, on n'entend plus que soit un air nouveau qui nous vient de là-bas, ne soit pas défiguré par les virtuoses des politiques qui chacun, bien sûr, joue sa mélodie. Non, il y a une seule mélodie à jouer, c'est le marxisme-léninisme et la doctrine maoïste pour ces pays, pour qu'ils réussissent leur révolution marxiste et que la lutte des classes ne soit pas une lutte vaine. Donc les gilets jaunes sont appelés mieux que d'aller en Europe,
hein, réclamer des choses qu'ils n'obtiendront pas. Hein. Chacun rentre chez soi, hein, muni de son petit livre rouge de Mao Tse-tung et écrit, mettre la photo de Mao Tse-tung sur leur gilet jaune, et de l'autre côté le pays pour qui ils combattent, pour qui ils combattent, soit la Tunisie, soit l'Algérie, soit la France. Et de là, on comprend que cette révolution et l'universalisation de cette révolution soit vraiment va être un but. Et comme a dit Karl Marx, avant le pire des architectes a dans son esprit est meilleur que la plus experte des abeilles, parce que là fait instinctivement sa ruche, hein, et donc le plan de sa ruche, alors que l'architecte, il a déjà dans son esprit ce qu'il va faire. C'est que son imaginaire, voilà, c'est l'imaginaire de l'architecte qui projette son plan pour arriver. Et grâce au petit livre rouge de Mao Tse-tung, qui vous a décrit, qui vous a meublé votre futur gîte et votre organisation à l'intérieur de ce gîte et à l'intérieur de cette société, comment elle doit s'organiser, comment elle doit respecter les autres, et comment elle doit gagner son pain à la sueur de son front, hein, et comment elle doit combattre l'exploitation de l'homme par l'homme, le capitalisme et l'impérialisme qui montre déjà une triste et une scabreuse société, hein, qui depuis 16 semaines manifeste pour changer d'existence. Voilà, je vous remercie infiniment.